Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application qui permet d'organiser, réserver et gérer vos trajets de tous les jours comme des grands jours tout en limitant votre empreinte carbone. Pour la tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bon bah Arthur, on est ravis de te recevoir, même si tu n'es pas forcément un grand spécialiste de train, mais parce que tu es une voix qui porte quand même sur ce sujet. De l'entrain. Mais t'as de l'entrain déjà. Oh là là. Et ça se voit dans ton humour. C'est horrible. Et parce que voilà, tu as une voix qui porte quand même sur ce sujet de l'écologie, de la décarbonation, etc. Et dans le projet dont tu vas nous parler un peu tout à l'heure, il y a quand même des vrais sujets pour essayer de faire évoluer les imaginaires. Et donc justement, tout cet imaginaire du voyage, nous, c'est aussi ce sur quoi on essaye de travailler. Avant ça, déjà, je voudrais dire un grand merci à ceux qui nous permettent de tourner dans cette rame, la rame 16, que tu connaissais peut-être pas d'ailleurs. Ben non, absolument pas. Voilà, donc c'est la rame qui a établi un record de vitesse en 1981, un record à 380 km/h, pas mal. Belle pointe. Et donc, grand merci au Technicentre Sud-Est européen d'avoir rendu ça possible, parce que forcément, ça fait un cadre un peu original. Et maintenant, je te cède la parole pour que tu nous dises un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et depuis quand tu as pas pris le train. Écoute, je suis un humain du haut budget. Tu connais le haut budget? Non, mais je crois savoir que tu viens du Jura, donc je vais parier là-dessus. Bien joué, c'est en effet sur le massif du Jura, mais c'est dans l'Ain, voilà. Donc il faut être un peu technique, tu vois, pour suivre. J'ai grandi là-bas, aujourd'hui je suis un Haut-Savoyard, donc tu vois, j'ai un peu trahi ma patrie. Et je suis un immense fan de nature, donc c'est principalement ce que j'ai envie de dire quand on me demande de me présenter. Mais au-delà de ça, j'adore aussi l'entrepreneuriat, je suis assez curieux, j'aime bien la musique, le sport. Et je suis l'un des cofondateurs de Team for the Planet, qui est donc un grand mouvement citoyen qui permet à n'importe qui d'élargir son rayon d'action pour le climat. On pourra en parler avec plaisir, si tu le souhaites, entre deux trains. Et alors, c'est quand la dernière fois que tu as pris le train ? Et ben, si tu veux tout savoir, c'est ce matin, il y a quelques heures, donc je le prends à peu près une fois par jour, ce qui peut être qualifié d'une addiction sévère. C'est de l'intraveineuse. Ah bah là c'est dur, hein, mais bon, voilà, on aime bien, je trouve que c'est plutôt confort comme mode de transport et c'est très sympathique, tu vois, donc comme en plus tu flingues pas trop le climat avec ça, j'essaie de me reporter au plus vite là-dessus. Bon, ça va, le sevrage là des quelques heures se passe pas trop mal. Je tremble un peu, c'est un peu dur, j'attends qu'il y ait un contrôleur qui vienne me taper sur l'épaule et tout, mais il n'y a personne. J'espère que ça arrivera quand même. Là, normalement, on devrait être tranquille. Ah merde. Et alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur cette addiction ? Est-ce que c'est un truc qui est venu plutôt sur le tard ? Est-ce que tu as toujours pris le train ? Non, j'ai découvert le train assez tard avec mes grands-parents, c'était un bon souvenir. Ils m'avaient emmené à Lyon à l'époque, depuis leur petit village, tu vois, et j'avais adoré, mais tu vois, j'avais genre 12-13 ans. Et j'avais trouvé ça incroyable de pouvoir regarder les paysages comme ça qui défilent dans tous les sens. Je voyais les vaches qui me regardaient et qui se disaient encore un connard qui nous regarde en se disant elle me regarde, pour tu vois, Inception. Mais au final, depuis, avec l'entrepreneuriat, j'ai vraiment pris beaucoup le train en effet. Je crois que la SNCF me donnait un nombre de kilomètres parcourus. Je crois que l'année dernière c'était 40 000 ou 45 000. Donc tu vois, c'est quand même bien vénère parce qu'en fait, je fais tous mes rendez-vous en train, tous nos déplacements en train. Chez Team, on essaie de réduire au max l'empreinte carbone de la boîte. Il y a le fait de pouvoir nous-mêmes, tu vois, éviter et supprimer ou en tout cas capter un certain nombre de tonnes de CO2. Mais il y a aussi ce qu'on a envie de ne pas émettre avec la team. Et du coup, on arrive à avoir une empreinte très faible par salarié parce que tous les déplacements sont exclusivement en train. Ça, c'est assez chouette. Et je pense que tu l'as répété plein de fois, mais le train, c'est quand même, en France en tout cas, le mode de déplacement le plus écologique, en tout cas du point de vue climat, qui est le plus efficient. Donc c'est assez génial. J'avais fait des petits calculs d'ordre de grandeur et j'avais vu que manger un seul steak de bœuf, c'est l'équivalent de faire 3000 km en train en termes de pollution. Donc qu'est-ce que tu préfères entre manger ton steak de bœuf ou aller faire un bel aller-retour, je ne sais où, tu vois, traverser la France? C'est vrai que là-dessus, on a une grande chance en France. C'est que déjà, on a une électricité qui est bas carbone. Ouais. Et en plus de ça, on a un réseau ferré qui est quand même, malgré tout ce qu'on peut dire sur la SNCF, et on adore taper dessus, on a quand même une vraie chance. Et plus j'ai pu voyager dans d'autres pays en train, plus j'ai pu le constater. Après, on espère quand même que toutes les petites lignes qui ont été un peu abandonnées au profit du tout voiture, qui est devenu le grand mantra français, puissent, tu vois, être réinvesties dans le futur, parce que c'était
j'ai l'impression que c'était assez incroyable avant. Moi, je vois le petit village d'où je viens, donc dans le fameux Haut-Buget, il y avait un train qui passait et pourtant il y a 200 habitants, tu vois. Ouais. Et c'est normal, on a fait une belle évolution vers notre ami la voiture individuelle. On se rend compte que c'est pas terrible. J'espère maintenant que nos amis, notamment de la SNCF, auront les moyens, qu'on leur donnera les moyens de pouvoir faire mieux, parce que je pense qu'ils en ont envie. Parce que vous, au sein de Team for the Planet, donc il y a cette idée de financer et essayer de faciliter des projets qui vont décarboner, mais il y a aussi une volonté d'informer et d'éduquer tous les gens qui rejoignent Team for the Planet. Complètement, nous on a l'immense conviction que ça commence par les imaginaires et qu'il va falloir que ça soit stylé en fait. En fait on va pas réussir cette transition si ça a l'air chiant, si on se dit que c'est s'accrocher comme une moule à son rocher aux 3 pauvres privilèges qui nous restent. Je pense que le cerveau humain n'est pas fait comme ça et que ça ne marchera pas. À mon avis, le truc qui marchera, c'est que ça ait l'air mieux. Et donc nous on aime bien dans notre approche dire qu'on n'est pas là pour sauver les meubles et essayer d'aller un peu moins vers Mad Max demain. On a envie de défendre le fait que ça peut être mieux. Tu prends le temps, tu es dans un autre espace-temps justement, tu peux vraiment regarder les paysages. Moi je prends vraiment du temps à regarder les paysages dans le train. Dans un avion au final tu les regardes 2 minutes au décollage, 2 minutes à l'atterrissage. Après c'est sympa les nuages aussi. Ça dépend, ça peut envoyer un peu d'effet albédo et tout, mais en tout cas ouais, je pense que le train a un truc assez fou, c'est que tu réalises que tu es en train de voyager et que ça te donne une autre temporalité. Et en fait, quand tu arrives sur place, tu as conscientisé le fait que tu as voyagé. Quand j'étais jeune, moi je sais qu'on faisait des heures et des heures de bagnole pour aller dans le sud ou en vacances. Et je peux te jurer que je conscientisais. Mon grand-père, il habitait à 9 heures de voiture. J'avais le coussin dans la voiture et tout derrière. Et puis en plus, tu te fais. Tu sais, t'es à l'arrière, tu as envie de vomir et tout, c'est l'enfer. Et en fait, mine de rien, on réalisait vraiment qu'on était en train de voyager. Et du coup, les vacances, elles avaient une vraie saveur. Quand tu es dans une vie en mode fast life tout le temps, où il faut aller toujours plus loin, toujours plus vite, raccourcir tout le temps les temps de trajet, en fait, je trouve que tu réalises pas. Et voilà, peut-être que renoncer à l'avion, c'est peut-être aussi redonner un peu de saveur au voyage et un côté, je vais outre-Atlantique, ok, c'est le voyage de ma vie, quoi. Moi, je suis jamais pour aucun extrême, dans le sens où je pense que avoir quelques voyages en avion dans sa vie, si ça doit être le cas, tu vois, pourquoi pas. Mais en fait, ce que je trouve délirant, c'est toujours un extrême ou un autre. Dire on arrête tout, je pense que c'est pas bon parce qu'en fait ça peut créer presque des effets contre-productifs avec des effets de rebond et ça s'est vu sur plein de choses. En fait, tu as des mecs qui pètent un câble et qui tiennent pas, alors que si tu les emmènes progressivement vers des changements de leur mode de vie, à la fin ils les réalisent vraiment, donc ils comprennent pourquoi ils ont fait ça et du coup ils les mettent en place de manière durable. Et à l'inverse, les gens qui vont faire un week-end à New York toutes les 3 semaines, c'est pareil, je considère que c'est un extrême et malheureusement il y en a beaucoup. Et tu as raison, je pense qu'on ne conscientise pas du tout. Moi en tout cas, j'ai plus ressenti la sensation de faire un voyage autour de chez moi dans un périmètre de 10 km, mais vraiment, que parfois en traversant la France ou en traversant l'Europe. Parce que en fait, ce qui compte, c'est toi, c'est comment tu t'appropries la notion de voyage. Et tu vois, j'aime bien Salescope, par exemple, qui emmène des gens en Corse. Donc, c'est aller en Corse, mais en voilier. Et en fait, ils te disent, j'ai eu 2 vacances. En fait, les vacances sur le bateau et les vacances en Corse. Et puis, je vais te dire, c'est un vrai luxe de prendre le bateau à voile. Parce qu'aujourd'hui, en fait, le vrai luxe, c'est pas forcément d'être dans un hôtel 4 étoiles ou un truc comme ça, même si évidemment c'est réservé à une certaine caste. Aujourd'hui, le vrai luxe, c'est quand même d'avoir une vraie déconnexion, sans réseau, sans pollution lumineuse. Et en fait, se sentir vivant. Voilà. Et en fait, ce genre de stade où tu as 0 pollution, que ce soit numérique ou lumineuse, ça n'existe quasiment plus, tu vois. C'est très rare, dans le désert ou je sais pas où. Et le bateau, c'est l'un des rares endroits, le bateau à voile où tu peux avoir ça. Ça a dû être ouf. Mais tu vois, je crois que c'est ça la vraie question d'un voyage, c'est quand est-ce qu'on se sent vraiment vivant quand est-ce que ça nous touche vraiment? Parce que la vie, elle passe vite, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas beaucoup d'heures à disposition. Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Et en fait, le problème qui est assez symptomatique, mais c'est un mec qui expliquait ça très bien. Il te disait, en fait, quand tu veux partir très très loin, très très vite, tu restes victime de la société de consommation, dans le sens où toute l'année tu es pressurisé, toute l'année tu bosses dans des conditions qui te stressent, qui te fatiguent, qui sont intenables. Et donc évidemment que la petite fenêtre de tir qu'on te laisse de pseudo-liberté, de vacances, en mode tiens l'esclave, prends-toi une petite soupape, tu as juste envie de t'évader le plus loin possible, le plus fort possible. La réalité, c'est qu'au fond, ce que tu fais, c'est que tu reproduis encore le schéma que tu as fait toute l'année. Alors ça dépend des jobs dans lesquels on est, mais qui consiste à mettre ta force de travail au service de produire et consommer en gros. Et là, tu vas produire et consommer le plus possible parce que aller le plus loin possible sur une plage de sable blanc aux Seychelles, finalement, ça rentre encore dans le modèle de l'hyperconsommation et de l'agent économique qui vient faire son bon devoir de « je suis un bon consommateur ». Si tu sors de cette
frénésie hyper stressante où tu bosses toujours plus, où tu t'arrêtes jamais, où tu n'as jamais de temps pour toi et que tu apprends un peu à avoir une hygiène pour pouvoir te laisser du temps, de l'équilibre, que ton travail ce soit une partie de ton quotidien, mais que tu ralentisses un peu d'une certaine manière aussi, tu n'auras pas besoin de partir à l'autre bout du monde le plus vite possible. Tu n'en auras rien à foutre parce que tu seras libéré un peu de cette charge justement de l'agent économique. Et je trouve que c'est ça aussi qu'il faut qu'on réapprenne dans le voyage parce qu'on s'est fait rattraper par le désir de tout transformer en objet de productivité. Et justement, vous, au sein de Team for the Planet, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour essayer de faire bouger un peu ces imaginaires-là? Nous, au quotidien, on partage des ordres de grandeur, on essaye de montrer un peu aux gens, tu vois, des fois, juste à quoi ça rime en tant que tel, de, entre guillemets, gagner 1 heure versus finalement, et encore, ça dépend, parce que quand tu vas prendre par exemple l'avion, tu as un certain temps à l'aéroport que tu dois passer, tu dois aller jusqu'à l'aéroport, etc. Mais on essaye juste de rappeler aux gens un peu les grandes notions. Nous, on n'est pas dans une démarche militante ou activiste ou politique, donc on ne va pas dire aux gens il faut faire ça. Ce qu'on veut juste, c'est que les informations se transmettent et que les gens puissent les réceptionner et en faire ce qu'ils veulent. Donc nous, on essaye juste de diffuser un maximum d'infos. C'est vrai qu'on en diffuse pas mal, mine de rien, tu vois, les gens se concentrent beaucoup sur notre action au quotidien. Donc déployer des innovations qui peuvent nous aider à décarboner de manière structurelle notre économie, notre industrie. Mais à côté, en fait, on est un énorme média, parce que rien qu'en 2022, on a fait 150 millions de vues sur les réseaux sociaux sur le sujet du climat, parce que tous les jours, on poste de manière très large tous ces sujets. Et je pense que le truc le plus efficace qu'on fasse à chaque fois, c'est de rappeler des ordres de grandeur, notamment sur les transports, parce qu'on ne les a pas forcément en tête, on ne se rend pas forcément compte, et je trouve que c'est assez important. Bon, c'est très intéressant en tout cas, mais ce que je te propose, c'est qu'on se recentre un peu sur ton expérience de voyage. Ouais. Donc quand je t'ai demandé si tu avais une expérience à nous raconter, tu m'as parlé d'un voyage jusqu'à Budapest, où tous tes potes sont allés en avion, et où toi, tu étais le seul à aller en train. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas un trajet peut-être aussi waouh que quelqu'un qui va traverser tout un continent, etc. Mais je trouvais cette approche, ok, je suis le seul à aller en train, je la trouvais super intéressante. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous parler vraiment très concrètement du voyage en lui-même? Alors le premier truc qui m'a vachement surpris, c'est le prix justement. Combien tu penses? Je suis allé à Zurich, Ah oui, et après j'ai fait Zurich-Munich et Munich-Budapest, Ok. en passant par Vienne. Et alors au niveau du prix, je vais tabler sur du juste aller, peut-être 120 €. Pas mal, le mec est bon. Est-ce que tu ferais pas beaucoup de trains? Non, du coup, 150 €. Ok. Donc, tu vois, et encore, je m'y prends toujours totalement à l'arrache. Donc déjà, je trouve que c'est quand même pas du tout déconnant. Enfin, tu vois, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus cher. Je trouve que dès que tu sors, tu t'attends à ce que les prix explosent. En fait, pas nécessairement. Donc le prix était très confortable. Ce que j'ai trouvé fantastique avec ce voyage, c'est que en fait, tu es tout le long de l'arc alpin. Donc en fait, moi j'adore les montagnes. Tu passes que le long de lacs. Il n'y a que des grands lacs, c'est incroyable. Il y a le lac de Constance, il y a le lac Léman, mais il y a plein de petits lacs aussi partout. Et tu as tous les pics de l'arc alpin. Tu fais vraiment tout le long de l'arc jusqu'à Vienne. Et donc moi je n'ai fait que de regarder par la fenêtre, quoi. Et tu as tous les types de montagnes. Alors moi je suis vraiment un fan de montagne. Et tu vois les typologies de montagnes qui changent. C'est assez fascinant. Et comme je suis parti genre à 6h du mat et que je suis arrivé le soir, en fait, toute la journée, j'ai vu des paysages de ouf. Donc je pense que c'est un des voyages en train que je recommande le plus, dans le sens où en fait c'est pas un truc en ligne droite au milieu des champs. Vraiment celui-là, il vaut le coup, il est magnifique. Et je pense que tu vois, même si j'avais pas été écolo et qu'on m'avait fait découvrir ça, je l'aurais préféré un voyage en avion parce qu'il est vraiment fou en termes de vue. Ouais. Et souvent les trains suisses, tu trouves quand même des jolies vues. Mais là, c'est vraiment non-stop avec tout type de profil de montagne et plein de beaux lacs. Donc j'avais vraiment kiffé. Le choix de le faire de jour, c'est parce qu'il n'y avait pas d'offre de nuit ou Pas d'offre de nuit, ouais. J'ai jamais pris le train de nuit. Ah ouais. Alors que j'en rêve, quoi. J'ai l'impression que ça a l'air trop bien, tu vois. Mais sur les lignes dont j'ai besoin, j'ai pas encore trouvé de train de nuit, tu vois. Il y en avait un pour aller au Portugal apparemment. J'y suis allé, du coup j'ai dû faire un covoiturage jusqu'au Portugal parce qu'ils l'ont supprimé l'année dernière. Tu avais un Hyundai Lisbonne avant le Covid. Putain, j'étais dégoûté quand j'ai appris qu'il n'y était pas. J'étais trop content de voir ce que ça donne un train de nuit. Ça a l'air bien. Mais voilà. Non mais toi, pas très loin de chez toi, si t'es pas trop loin de la Suisse, tu as des trains de nuit depuis Zurich. Tu as Zurich-Zagreb là que je vais faire cet été. Ok, trop bien. Qui peut être pas mal. Et ouais, globalement l'Autriche, tu sais, ils ont relancé pas mal de trains de nuit, de lignes de train de nuit là au BD. Donc faut viser ces coins-là, quoi. Ça a l'air cool le train de nuit, franchement. Et apparemment tu dors hyper bien, ça te berce, donc je suis curieux de voir. Bah franchement, ouais, moi c'est un mode de transport que je trouve génial et assez magique parce que tu t'endors dans un spot et tu travailles dans un autre. C'est ouf. Voilà, c'est pas un truc. Et t'es reposé. Ouais, c'est ça. T'es pas éclaté en deux, quoi. Exactement. Ça c'est chouette, ouais. Tu sais ce qu'ils devraient faire dans les trains? Franchement, je lance un appel, tu vois. Ils devraient faire des wagons par thématique pour que tu puisses voyager en kiffant vraiment. Par exemple, un wagon salle de sport.
pour tous les connards comme moi qui font que de se déplacer, s'il y avait un wagon salle de sport, mais j'aurais un abonnement, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Et j'irais à mon petit wagon salle de sport tout le temps, tu vois. C'est Et pas bête. ça serait génial. Imagine, tu aurais plein de wagons thématiques comme ça, pas plein, parce qu'il y a un moment, il faut aussi qu'il y ait des gens dans les wagons pour les asseoir. Mais tu vois, si tu fais quelques wagons thématiques, genre 3 par train, pour pouvoir rendre le truc, le temps de voyage, utilisable autrement, je pense que ça devient encore plus attractif. Et ben dans ce genre-là, tu as Rail Coop. Tu sais, ils ont un projet de ligne Lyon-Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Ok. Et dans leur train, ils veulent mettre un wagon enfant avec des jouets pour enfants où tu peux mettre, Intéressant. laisser C'est jouer cool. tes enfants et tout. Ouais, typiquement, tu vois. Voilà, ça c'est une idée. C'est vrai que en Europe, on a une vision très efficace. Encore du une train. fois, produire, consommer. Voilà. Et c'est vrai que ça pourrait être pas mal d'avoir une approche un peu différente là-dessus. Ouais. Même sur les wagons resto, tu vois en Amérique du Nord, tu as des wagons restaurants où tu peux te poser, Hyper etc. quali, ouais. Bon, c'est pas le même prix, mais voilà. Mais donc, tu as pris 3 trains, si je résume. J'ai pris 3 trains. Genève-Zurich, Zurich, Munich. Munich-Budapest. Ouais, Ok. c'est ça. Au niveau de tes potes, quand tu leur as expliqué que tu voulais pas prendre l'avion, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Ils savent que tu vois, je fais plein d'efforts là-dessus. Eux, ils s'en foutent pas mal. Mais c'est intéressant pour moi, ça me nourrit aussi parce que je reste connecté à la bulle non écolo. Donc, et en fait, ils ont juste pas compris. Tu vois, eux, leur réflexe, c'est de me dire non, mais t'inquiète, personne ne le saura. Ils comprennent pas que je le fais pour moi. Ouais. Donc c'est super dur parce qu'il faut leur expliquer. Non, mais les gars, en fait, moi, ça me fait plaisir. Genre, c'est un truc. Et tu sais, pour eux, c'est inconcevable, c'est super difficile. Mais au final, le fait de le faire comme ça, je vois quand même que ça les travaille vachement. Il y en a certains qui commencent justement à se dire bon, en fait, je vais prendre le tram, ça a l'air pas si mal, ça a l'air pas si con son truc, tu vois. Et en fait, bien sûr, les gens ils choisissent la facilité, le confort, la rapidité, et pour eux, c'est encore synonyme d'avion. Mais au final, eux, ils sont quand même bien fait chier. Ils ont dû aller à l'aéroport vachement longtemps avant. Moi, je suis parti un jour avant parce que je m'étais donné ce luxe-là, tu vois. Donc, je suis arrivé confort là-bas. Eux, ils ont eu une petite galère à l'aéroport. Ils ont dû la gérer. Alors, je dis pas que ça arrive tout le temps, mais voilà. J'ai eu une galère aussi à un moment au retour. J'ai loupé une correspondance. Mais ouais, en fait, mes potes, ça les a pas. Ils comprennent pas en fait. C'est trop difficile pour eux de conscientiser le fait que c'est un choix parce que c'est cette version d'Arthur que j'aime et c'est dans cette version d'Arthur que je me sens le mieux et que je me sens le plus justement aligné avec ce que je suis et ce que j'ai envie d'être. En fait, c'est pas la raison écolo le premier truc qui m'amène à faire ça. C'est justement que j'ai envie de me mettre dans cette logique de je prends du temps, je ralentis parce que je suis convaincu qu'on en a besoin et j'en ai marre de courir partout. Moi, je cours partout. C'est la plus grosse dissonance de ma vie, c'est que je suis entrepreneur tout le temps à courir partout alors que je suis convaincu que ralentir, c'est le truc dont on a le plus besoin. Donc si je peux au moins le faire dans les voyages, j'ai envie de le faire et je le fais bien. Pourquoi tu avais choisi de faire ce voyage en train ? Est-ce que c'était vraiment numéro 1 pour l'écologie ? Est-ce que c'était, comme tu le disais, pour ton rapport au temps ? Alors le premier truc, c'était parce que j'avais envie de voir les Alpes, donc la différence entre les Alpes tout le long de ce trajet, et parce que j'avais jamais traversé ces pays-là en train, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait, donc trop content de pouvoir l'avoir fait. Après, évidemment que je voulais aussi être cohérent par rapport à mes valeurs, et donc moi j'essaie de baisser mon empreinte carbone individuelle au quotidien. Le geste le plus puissant, c'est celui-là, enfin franchement c'est de prendre le train, en tout cas pour ceux qui voyagent autrement. Un aller-retour à Bali en avion, c'est 5 tonnes de CO2, donc tu crames 2 ans et demi de ce que tu devrais émettre pour pouvoir respecter les accords de Paris, c'est-à-dire 2 tonnes par individu et par an. Donc tu vois, c'est juste intenable, alors que le train, ça fait quelques kilos tout au plus, et ça te permet vraiment de faire des allers-retours facilement, et de voyager et de voir plein de trucs sans aller cramer ton passeport carbone. Et du coup, j'avais cette raison-là, et puis après, ouais, en effet, j'avais aussi envie de me poser, prendre du temps pour moi-même et de vivre cette aventure, d'avoir un peu cette petite adrénaline, d'être tout seul dans un train et tu vois, de savoir que ça va durer, que je sais pas trop les correspondances, comment les gérer. Donc moi j'aime bien ce petit côté aventure. Au final, tu vois, je t'ai dit que j'ai loupé une correspondance. Je me suis du coup arrêté en Allemagne à Munich parce que j'ai foiré ma correspondance. Et là-bas, il y avait plusieurs associés de Team for the Planet, parce qu'il y a un peu des planètes, tu vois, genre il y a la planète Munich, la planète machin. Je leur ai écrit et en fait, je me suis retrouvé à être accueilli comme un prince là-bas, à rencontrer des gens, à passer une soirée, tu vois, une nuit où j'ai dormi sur un canapé de quelqu'un, mais la soirée était super sympa. J'ai eu des super échanges, on est allé dans un grand parc, là-bas ils font ça, tu vois, ils ont des grands parcs en extérieur où tout le monde va manger le soir. Du coup, c'était super chouette, tu vois. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote qui t'a marqué en positif et une anecdote qui t'a marqué en négatif ? Donc quand je me suis arrêté là-bas et que j'ai rencontré des associés de team, il y avait une des nanas qui était dentiste. Et elle m'a dit, elle me regardait, elle dit ouais, ça fait longtemps que tu n'as pas fait un petit détartrage et tout. Je dis ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, tu vois, ça fait genre 5-6 ans. Donc vraiment le mec était un bourrin du détartrage. Et du coup elle m'a dit tu sais quoi, je te fais un détartrage. Je me suis retrouvé en détartrage. Mais non. Donc on peut considérer que c'est peut-être le moment un peu négatif, mais en même temps
Tu vois, elle m'a fait ça aux petits oignons sans me faire aucune souffrance par rapport à un dentiste normal. Mais donc j'ai c'était gagné vraiment un- visible quoi. Non, mais en fait, elle était experte de ouf. Non, c'était pas du tout visible en vrai. Justement, moi aussi, au début, je me suis dit, mais what the fuck, j'ai les dents jaunes fluo quoi. Et en fait, non, elle m'a dit, non, mais je vois quand les gens ont pas fait un détartrage. Et du coup, en effet, elle m'a fait un vrai détartrage de A à Z. Donc, du coup, pendant ce voyage, je me suis retrouvé en détartrage. C'est quand même un truc assez imprévu, tu vois. Et après, en expérience positive, ouais, vraiment, c'est vraiment le fait de finalement avoir loupé ma correspondance et d'en avoir fait un moment super chouette où j'ai passé du temps avec des gens qui étaient géniaux. Et je passe le big up à Elisabeth, une des associées qui avait organisé un peu ce moment où on s'est tous rejoints là-bas. Et en fait, ça me fait un souvenir de ouf et ça m'a fait de l'aventure, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on cherche. Moi, c'est ça que je cherche dans ma vie. C'est l'aventure. Bah oui. C'est pas d'aller d'un point A à un point B, je m'en branle. C'est pas d'aller visiter une ville, je m'en branle. Moi, ce que je veux, c'est l'aventure. C'est ce truc qui te réveille, qui est au fond de tes tripes, tu vois. Et en fait, l'aventure, elle est dure à aller chercher maintenant. Parce que tout est tellement orchestré, planifié. En fait, il n'y a plus ce soupçon de vie qui vient te rattraper. Moi, j'aime bien dire la vie, c'est un plan qui ne se passe pas comme prévu. Bah, je trouve qu'un voyage qui ne se passe pas comme prévu, c'est con, mais au final, ça fait de l'aventure. Et c'est un kiff. Il faut qu'on réapprenne à lâcher du lest sur ce truc où tout doit être parfait, tout doit être millimétré, on doit absolument être sûr que tout va bien se passer, sinon ça nous met dans un stress fou. En fait, on s'en branle. Genre juste, c'est tellement agréable de faire un voyage. Et puis voilà, il se passe comme il se passe. Et en fait, c'est le voyage, le truc. Et c'est souvent ce que disent les sages. Ils te disent, c'est pas la destination, c'est le voyage qui compte. Moi, cette histoire de détartrage, en tout cas, m'a bien plu. Selon toi, quels sont les gros avantages du voyage en train? On en a déjà un peu parlé, mais peut-être qu'il y en a d'autres que tu auras en tête. Écoute, évidemment, le fait de réduire son empreinte carbone de manière drastique. Ensuite, le fait de pouvoir vraiment apprécier les paysages, je trouve que c'est très chouette. Ça te berce, il y a un petit moteur là, tu sais, qui. Du coup, c'est assez agréable de se poser dans le train. C'est souvent calme, les gens sont quand même très respectueux. Après, des gros avantages, franchement, faut quand même qu'on réalise un truc, parce qu'on ne le réalise plus aujourd'hui, mais c'est un truc qui se déplace à 300 km/h. C'est Tu vois, exceptionnel. on parle pas de. Enfin, des fois, quand tu vois les débats train-avion, tu as l'impression qu'on parle d'une charrue avec des chevaux, quoi. C'est clair. Non, mais ça a l'air d'être horrible le train. Mais il faut quand même qu'on réalise la chance qu'on a. On peut poser notre cul dans un truc qui va à 300 km/h et qui nous emmène où on veut. Tout est bien desservi. C'est un luxe inimaginable. Il y a très peu d'endroits où on peut avoir ça. Et donc, soyons pas trop pédants, soyons pas trop hautains. On a de la chance d'avoir ça. Juste utilisons-le parce que c'est là. C'est juste génialissime. Et certes, alors il y a la question du prix qui revient tout le temps. Déjà, le prix de l'avion, il faut que les gens sachent, c'est parce qu'il y a eu un lobbying intense sur le prix du kérosène qui n'est pas taxé. Donc, ils ont réussi à arracher ça à la fin du siècle dernier. Aucune taxe sur le kérosène, ce qui est démentiel. Enfin, aujourd'hui, le prix d'un billet d'avion, il ferait 3 fois son prix naturellement, juste à cause de cette taxe si elle existait. Parce que en plus, c'est typiquement le carburant des riches, quoi. C'est le carburant qui est réservé à une élite qui n'est pas taxé. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il y a eu un gros lobbying qui a été fait. Et du coup, en effet, c'est important de dire aux gens que quand tu vas à Marrakech pour 10 balles, c'est l'ensemble de plein de facteurs qui ne reflètent pas du tout la réalité de ce que tu devrais payer pour aller à Marrakech. Déjà, tu as ça, le fait que les compagnies aériennes elles font 1% de marge, donc c'est vraiment à flux tendu, ça rase. Il faut qu'ils fassent du volume à mort, mais en fait, ils n'ont pas du tout de marge pour avoir des services de qualité, pour être sûr de pouvoir gérer en cas de problème ou quoi. Ils n'ont aucune marge de manœuvre. C'est pour ça que quand il y a des problèmes, ils se font aussi renflouer publiquement parfois. Et puis, il y a un nombre de facteurs en fait, comme ça qui sont croisés, qu'on n'a pas forcément en tête, qui font que le prix d'un billet, c'est pas ce que ça devrait être. Le prix d'un billet en train, ça reflète ce que ça devrait être de pouvoir faire 1000 km. En fait, 1000 km en 2 heures, ouais, ça vaut un peu d'argent normalement, tu vois. C'est pas... Je trouve que c'est un service de ouf. C'est incroyable. Enfin, il faut quand même qu'on essaie de ne pas l'oublier. Et donc, le problème, c'est qu'on est, comme dit ma grand-mère, le cul dans la graisse. On s'est habitué à un luxe qui est juste presque indécent, à des prix qui sont extrêmement bas. Et oui, je sais qu'il y a des ménages qui sont beaucoup plus modestes que d'autres et qui sont en galère. Mais en fait, de toute façon, à un moment, ça va nous rattraper. Le prix de l'énergie, le prix des choses telles qu'elles sont va redevenir ce qu'il aurait dû être et ce qu'il aurait jamais dû arrêter d'être. Oui, et puis il ne faut pas perdre de vue aussi que les gens qui prennent l'avion, c'est plutôt des gens qui ont des moyens. C'est rarement des smicards ou... Ça dépend, quand tu as le voyage à Marrakech à 10 €, comme c'est le cas quand même. Oui, mais il faut se le payer après sur place. En fait, il faut garder en mémoire que les gens qui n'ont pas de moyens, c'est souvent des gens qui partent pas du tout en vacances, ou alors ils partent vraiment pas loin. Donc c'est vrai que cet argument de l'argent, surtout que moi en plus parfois c'est des amis à moi qui gagnent plutôt mieux leur vie que moi ou qui ont le même niveau de vie que moi, j'ai envie de leur dire bon mec, c'est 50 €, qu'est-ce que tu vas en faire de plus quoi. Enfin, donc
C'est vrai que l'argument de l'argent, je l'entends un peu difficilement. À part évidemment quand c'est une famille modeste qui fait le voyage d'une vie, etc. Jamais j'irai leur dire quoi que ce soit. Mais sur des gens qui voyagent beaucoup, qui ont les moyens de prendre le train. Moi, je dis quoi que ce soit à personne. J'ai précisé, je suis pas là pour donner des leçons, mais c'est vrai que juste dans mon expérience perso, moi maintenant, je préfère me dire, je vais payer un peu plus cher, le juste prix de la chose, parce que ça encourage un monde que je préfère en fait. Ça encourage un futur qui me fait plus envie, et parce que en fait, c'est un acte symbolique qui me semble juste. Et du coup, j'ai envie de le faire. Son prénom, c'est juste. Ouais, voilà, c'est ça. Le double juste était compliqué à placer. Est-ce que tu as d'autres voyages bas carbone prévus prochainement ? Écoute, là je vais à Osgore du coup pour mes vacances, donc totalement en train, comme d'hab, le petit kiff, tu vois, comment ça s'appelle déjà, la petite gare qui est pas loin d'Osgore, Saint-Vincent-de-Tyros. J'arrive là-bas, je prends mon petit bus et puis voilà, à la maison. J'ai pas de grands voyages bas carbone parce que moi je suis quand même un fervent défenseur des voyages en France. Ouais. Je trouve la France absolument magnifique, c'est le premier pays du monde en termes de tourisme, c'est élu plein de fois plus beau pays du monde. On a tout en France, enfin, je veux dire, on a des flamants roses et des pingouins, on a des déserts et on a parmi les plus hauts sommets, en tout cas on a des sommets magnifiques. Il y a tout. Enfin, vraiment, moi, la France, je pense qu'une vie entière ne suffit pas à l'explorer et à s'émerveiller. Et je pense qu'il faut aussi qu'on reconnecte avec ça. Parfois, à 1 heure de chez toi, tu hallucines, c'est tellement dépaysant, plus qu'un voyage à l'autre bout du monde où tu vas encore dans une énième mégalopole qui finalement… Tu ne peux même pas utiliser l'argument de la culture, il n'y a pas de changement culturel. Enfin, c'est la même culture partout, les mêmes magasins partout. Et donc je trouve que la France aujourd'hui, on ne l'aime pas assez. Tu vois, on ne passe pas assez de temps dans les endroits magnifiques qu'on a. Il y en a partout, ils sont desservis. Et franchement, enfin, c'est fou. Moi, je me prends des claques en Haute-Savoie. C'est un truc de malade mental. Vraiment, quand je suis en haut de certains sommets, que je vois le lac Léman et le Mont Blanc en même temps, je me dis, c'est quoi ça? Enfin, vraiment, je suis ouf. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Quelle est donc cette diablerie? Et en fait, vraiment, je trouve en France, il y a des trucs tellement divers. À chaque fois, je me fais surprendre. Tu vois, par exemple, je ne connais pas encore bien les Pyrénées. Je sais que ça viendra. Ah ben voilà, je l'ai, ton prochain voyage. Why not, ouais. Tu vas prendre le train de nuit qui t'emmène dans les Pyrénées. Ok, je savais pas qu'il y avait Comme ça, tu fais train de nuit, tu coches les 2 cases. Train de nuit plus Pyrénées. Ok, trop bien. Tu as un train qui fait Paris, Axe-les-Thermes ou la Tour de Carole. Ok. Et il est génial. C'est un côté, comme je te dis, vraiment magique. C'est-à-dire que tu t'endors à Paris, tu te réveilles au milieu des Pyrénées. C'est ouf. C'est sublime. Donc tu peux faire celui-là. Je savais pas, mais il est pas cher. Plaisir. Trop bien. Mais tu vois, il y a plein d'endroits et même, tu vois, les Cévennes, tout ça que j'ai découvert récemment, mais c'est fantastique. Et en fait, parce que encore une fois, on est un peu manipulé par de la pub à outrance en permanence qui joue sur le fait qu'on a des vies compliquées, stressantes, fatigantes et qu'on n'a pas beaucoup de temps pour nous. On est tout de suite tenté d'aller à l'autre bout du monde. Mais en fait, le vrai voyage, il peut être vraiment pas loin. Et ça fait phrase toute faite, mais moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Et maintenant, j'ai déjà envie de voyager vraiment en France et de connaître mon pays. Tu vois, j'ai plus envie de voyager à l'international, vraiment. Genre, mes potes, ils me disent, putain, t'as pas envie d'explorer le monde et tout. Mais déjà, j'explore le monde ici, là, autour de moi. Commence par connaître la Creuse. Et franchement, c'est ouf. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de changements. Et pareil, on me sort toujours l'argument de la culture. Je peux te jurer que les cultures, elles sont pas pareilles. En France, il y a des changements, mais déjà, même quand tu vas dans le Pays Basque, tu vois, la culture, tu la vois. Si tu vas vraiment dans le Pays Basque, pas si tu vas dans un truc, c'est très différent. Les gens sont très différents. Ils fonctionnent différemment. La bouffe n'a rien à voir. Et à l'inverse, tu vas dans d'autres pays, genre dans le Nord. Là, j'y étais ce matin. Tu vois, j'étais vers Lille et tout, mais pareil, ils n'ont pas du tout les mêmes. Donc, je pense que déjà connaître ça, ça serait chouette. Et on est peu à le connaître. Non, mais c'est clair, je te rejoins, tu prêches un converti. Justement, après le Covid, on a lancé une série qui s'appelle N'allez pas, dédiée au département français. Okay. Donc, on a fait la Creuse, on a fait la Haute-Marne, on a fait la Meuse, enfin le vraiment Jura. Les départements. On est allé dans le Jura, mais c'était pas dans le cadre de cette. Ah, bonne mère. On a fait un truc avec Chiloé. Mais bon, tout ça pour dire qu'on a fait vraiment les départements où personne n'a envie d'aller globalement. Et je peux te garantir que j'étais bien plus dépaysé, je me suis senti beaucoup plus apprendre au contact de gens qui habitaient là-bas, qui parlaient certes la même langue, qui avaient quand même un socle culturel commun, qu'en rencontrant des backpackers australiens ou des backpackers, je sais pas, espagnols à l'autre bout du monde, tu vois. Et en termes de biodiversité aussi, la France, moi je trouve que c'est dingue, je me prends vraiment des claques, tu vois. Bon, après la Haute-Savoie, c'est assez riche, mais le Jura aussi, c'est fou. Enfin bref, tout ça est très bien desservi en train, tu vois. Moi je vais dans les Alpes, tu peux aller à Cluse, à Chamonix, à Saint-Gervais très facilement, donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. En fait, je crois que là, le résumé de ce podcast, c'est qu'on va tous les deux devenir naturalistes. Parce qu'on a tous envie de ralentir et de se rapprocher de la nature. Ouais. Bon, en tout cas, si tu n'as pas d'autres choses à rajouter, nous, on a pris beaucoup de plaisir à écouter tout ça. Je sais pas, tu as des choses à rajouter? Non, écoute, je pense qu'on n'a pas déraillé, voilà, pour faire une petite blague nulle. On est resté sur les rails. C'était très chouette. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, trop cool. Bah, et puis plein de succès
pour Team for the Planet. Peut-être qu'un jour il y aura un truc à faire avec Ourail et Team for the Planet. Avec grand plaisir. Et puis voilà, je te dis à très bientôt dans le train. Et plein de succès pour toi aussi. Allez, salut. Ciao. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage sans avion.